Le capitalisme, c'est une horreur sans fin, hein. Et les guerres impérialistes, c'est une des horreurs que les travailleurs subissent. Et là, Poutine vient d'envahir l'Ukraine. C'est une opération qui a commencé le 24 février et qui se continue. Il y a des travailleurs, des hommes, des femmes, des enfants ukrainiens qui se font tuer. Et il y a aussi les travailleurs russes qui sont enrôlés dans l'armée russe, qui se font aussi tuer pour le compte de l'impérialisme russe. En tant que marxiste, on peut pas rester indifférent devant ce carnage. Nos sentiments sont avec les travailleurs ukrainiens et les travailleurs russes. Évidemment, on est opposé à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, hein. On dit que c'est une guerre impérialiste et réactionnaire. Mais on s'oppose pas à la guerre pour les mêmes raisons que Washington. Nous, on prend une position de classe. Dans toute guerre impérialiste, il y a de la propagande de tous les côtés. Les marxistes doivent vraiment faire attention de ne pas tomber dans le piège propagandiste d'aucun des camps. Il faut chercher la vérité derrière la propagande. Les impérialistes de l'Ouest, du Canada, des États-Unis, etc., ils veulent nous faire croire que toute la situation, c'est seulement la faute de Poutine. Que Poutine veut envahir l'Ukraine parce que c'est une mauvaise personne, c'est un méchant dictateur. Bon, c'est vrai que Poutine, c'est un méchant dictateur, mais ça nous explique pas vraiment ce qui se passe en ce moment. En réalité, on assiste à une guerre entre l'impérialisme russe et l'impérialisme américain. La classe dirigeante capitaliste russe veut défendre ses intérêts de classe et la classe dirigeante capitaliste de l'Ouest veut aussi défendre ses intérêts. Comme le disait le théoricien militaire Clausewitz, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. L'impérialisme américain et de l'OTAN nous dit que la Russie a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a violé sa souveraineté nationale. Mais les gens qui disent ça, c'est ceux justement qui ont mené des guerres impérialistes, qui ont brisé l'intégrité territoriale depuis des décennies, voire des siècles. Hein, on peut penser en 1999, quand l'OTAN a envahi la Serbie de manière complètement criminelle. Ils ont bombardé des citoyens pendant 68 jours. On peut parler aussi de la guerre en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen. Donc ces gens-là, ils ont pas le droit de parler d'intégrité territoriale et de souveraineté. C'est vraiment des hypocrites. Le Canada viole à tous les jours les droits des Autochtones. Le Canada a supporté le bombardement de la Libye, a supporté la guerre en Afghanistan. À tout ça, ça pue l'hypocrisie. Notre premier devoir, à nous, les marxistes au Québec et au Canada, c'est de défaire la propagande de l'impérialisme de l'Ouest et de critiquer notre propre impérialisme à la maison. Dans la gauche, on voit en général deux tendances. Il y en a une que c'est de se mettre du côté du gouvernement ukrainien et de l'OTAN. Et de l'autre, on a ceux qui soutiennent Poutine. Ça vient d'une position qu'on pourrait dire stalinienne, mais il y a beaucoup de gens honnêtes là-dedans, qui en viennent à soutenir Poutine parce qu'ils haïssent vraiment beaucoup l'impérialisme de l'Ouest. Il y a certains qui pensent que notre position, c'est qu'on est neutre. Mais pas du tout. On n'est absolument pas neutre. On prend le parti de la classe ouvrière. On a à cœur les intérêts des travailleurs en Russie, des travailleurs en Ukraine, des travailleurs dans l'Ouest. On est contre l'impérialisme russe et son intervention en Ukraine, et on est aussi contre l'impérialisme de l'Ouest. Ça, c'est tout sauf une position neutre. On est contre les deux côtés dans cette guerre. Pendant que nous et nos camarades dans l'Ouest, on critique notre propre impérialisme, nos camarades en Russie ont fait un excellent travail de s'attaquer à Poutine et à l'impérialisme russe. Ils se sont opposés à l'intervention russe en Ukraine dès le début. Ils sont parmi les seules personnes à la gauche à dénoncer Poutine. Comme un peu en ce moment au Canada, on est à peu près parmi les seuls à la gauche à critiquer l'OTAN. Ça montre en fait la force de la propagande impérialiste des deux côtés. La propagande de Poutine, c'est de dire qu'il vient à la rescousse des républiques du Donetsk et du Luhansk qui ont déclaré leur indépendance par rapport à l'Ukraine. Comme s'il venait, protéger les Ukrainiens russophones contre les attaques des nazis au gouvernement ukrainien et que Poutine viendrait dénazifier l'Ukraine. Sauf que c'est faux. Poutine s'en fout complètement du peuple dans les républiques indépendantes. Il veut juste protéger ses propres intérêts impérialistes. L'intervention de Poutine n'a rien de progressiste. En fait, ça va juste faire pousser plus les Ukrainiens dans les bras de l'extrême droite nationaliste, et donc les pousser davantage dans les bras de l'impérialisme de l'Ouest et de l'OTAN. Et en Russie, toute cette invasion va avoir des conséquences très néfastes sur les droits démocratiques. Encore pire que maintenant, parce qu'il faut comprendre que Poutine, c'est vraiment un dictateur, hein?
La Russie, c'est ce qu'on pourrait appeler un régime de bonapartisme bourgeois. Autrement dit, Poutine, c'est un peu comme le chef oligarque parmi les oligarques, hein, parmi les grands capitalistes. Et Poutine mène aussi des politiques anticommunistes. Il a récemment durement réprimé le Parti communiste russe. Récemment, il a essayé d'utiliser sa propagande anticommuniste pour justifier son invasion de l'Ukraine. Hein, il a dit que l'Ukraine était une création de Lénine et des bolcheviks. Voyez-vous, Poutine, il se revendique pas de l'héritage de l'URSS. Lui, il se revendique de l'héritage de l'Empire tsariste. En disant que l'Ukraine est une création des bolcheviks, il veut dire en fait que l'Ukraine n'aurait jamais dû être un pays autonome et souverain, que l'Ukraine devrait être une région de la Russie, et donc il peut bien l'envahir. Bon, est-ce que c'est vrai que l'Ukraine est une création de Lénine? Oui et non, mais il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Non, c'est pas Lénine qui a créé le peuple ukrainien. Hein, le peuple ukrainien existait bien avant Lénine. Mais oui, Lénine et les bolcheviks ont permis à l'Ukraine d'exister comme une république des soviets autonome par rapport à la Russie. Voyez-vous, avant la révolution russe de 1917, l'Empire tsariste était une prison des nations. Il y avait entre 20 et 30 nations qui étaient forcées d'exister sous la domination du tsar, l'empereur. Toutes ces nations subissaient l'oppression nationale de la part de la nation grand russe, ou russe tout simplement, mais les grands russes, eux, ils formaient seulement 43% de la population. Et c'est vraiment de cet héritage oppressif et dominateur que Poutine se revendique. Les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre 1917 et on commence à construire l'Union soviétique sur la base de la démocratie ouvrière et de la transformation socialiste de la société. Les bolcheviks y garantissent le droit des nations opprimées à leur autodétermination. Ça veut dire que chaque nation, sous l'ancien empire tsariste, peut choisir librement de se joindre ou non à l'URSS. Et les bolcheviks offrent aussi ce choix-là aux Ukrainiens, la même autodétermination. Les travailleurs ukrainiens, ils commencent à former une république des soviets en Ukraine. Et ils vont avoir le choix de s'incorporer à l'URSS, ou bien de rester indépendants, ou bien de se fédérer à l'URSS tout en gardant une certaine autonomie. Cela dit, à l'époque, les travailleurs ukrainiens ont d'autres chats à fouetter. Ils sont en train de se faire envahir par l'armée allemande, qui soutient les armées blanches qui attaquent les soviets partout en URSS. En URSS, les travailleurs sont au pouvoir, mais ils doivent se défendre contre les armées blanches. En Ukraine, les travailleurs ont formé des soviets, mais ils n'ont pas encore pris le pouvoir. C'est ce qu'on pourrait appeler une situation de double pouvoir, comme ça existait un peu avant la révolution d'octobre 1917 en Russie. L'armée rouge de l'URSS aide comme elle peut les travailleurs ukrainiens, mais elle est encore très faible. Trop faible pour contrecarrer l'invasion allemande qui survient en 1918. Puis survient la Révolution allemande de 1918-1919 avec Rosa Luxembourg à sa tête notamment. Là, l'Allemagne se retrouve affaiblie. Et ça va permettre à l'URSS de pouvoir aller soutenir davantage les travailleurs ukrainiens. Et les deux ensemble, les travailleurs ukrainiens et russes, vont être capables de sortir l'envahisseur. Hein? Donc l'Ukraine, elle est reprise à l'armée allemande pendant la guerre civile de 1918 à 1921. Et donc à ce moment-là, les travailleurs ukrainiens prennent le pouvoir. Ils organisent la République des Soviets d'Ukraine et ils se fédèrent volontairement à l'URSS. L'Ukraine est sur le même pied d'égalité que la Russie et quelques autres républiques à l'intérieur de l'URSS. Et ils peuvent quitter l'URSS quand ils veulent. Les travailleurs russes et les travailleurs ukrainiens sont devenus des frères et des sœurs de lutte pendant la guerre civile, puis ont été réunis dans l'URSS, et ils vont continuer de se battre côte à côte, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis. Donc, est-ce que Lénine a créé l'Ukraine, comme le dit Poutine? En tout cas, c'est clairement grâce à la politique des bolcheviks sur la question nationale que les Ukrainiens et les Russes ont pu former une union librement consentie, avec garantie pour les Ukrainiens à l'autodétermination. À l'heure actuelle, les liens fraternels entre les Ukrainiens et les Russes ont été rompus. Et l'origine de cette rupture se trouve dans l'effondrement de l'URSS en 1991. L'URSS s'est effondrée sous le poids de la bureaucratie stalinienne. Bon, j'ai pas trop le temps d'aller en détail dans la période de 1924 à 1991, mais en gros, une bureaucratie commence à se développer en URSS, incluant l'Ukraine,
à cause des conditions de misère issues de la guerre civile et de l'invasion de 21 pays impérialistes, dont le Canada. Lénine meurt en 1924. La bureaucratie commence à s'imposer. Elle choisit Staline comme chef. Staline et la bureaucratie consolident leur pouvoir. Ils se débarrassent des révolutionnaires bolcheviks, dont Trotsky, qui luttaient contre la bureaucratie. Les staliniens érigent alors un État totalitaire, construit sur une économie planifiée bureaucratiquement. Les bureaucrates acceptent de garder l'économie planifiée, acquise par la révolution bolchevique, seulement dans la mesure où ça les avantage, c'est-à-dire que ça leur donne des privilèges. Les bureaucrates, c'est comme un parasite sur l'État ouvrier et sur l'économie planifiée. Une petite bureaucratie ne peut pas gérer un immense territoire comme l'URSS. C'est seulement les travailleurs, organisés ensemble démocratiquement dans les milieux de travail, qui peuvent vraiment planifier l'économie de manière efficace. Ils ont accès à l'information, ils connaissent les besoins, les ressources disponibles, etc. Ce qu'on voyait avec la bureaucratie, c'était de la mauvaise gestion, des pénuries, du gaspillage, de la corruption. Et donc la bureaucratie, en bloquant toute démocratie ouvrière, bloquait en fait l'évolution vers le socialisme. Et comme le disait Trotsky, l'économie planifiée a besoin de démocratie comme le corps a besoin d'oxygène. La seule solution, c'était une révolution politique, où la classe ouvrière pourrait prendre le contrôle de leur économie planifiée. Malheureusement, c'est pas arrivé. Pendant les années 80, l'économie soviétique est entrée en stagnation. La bureaucratie était devenue un frein complet au développement économique. Ça devenait de plus en plus clair pour une partie de la bureaucratie, la gang autour de Yeltsin, que le capitalisme serait plus profitable pour eux qu'une économie collectivisée planifiée. Parce que dans une économie collectivisée, les bureaucrates, ils peuvent pas transmettre les usines à leurs enfants. Parce que les entreprises, en fait, ils leur appartiennent pas, ils appartiennent au peuple. Les bureaucrates ont simplement la gestion des milieux de travail, n'ont pas la propriété. Mais avec le capitalisme, ça change. Parce que là, ça devient possible de posséder les entreprises de manière privée et de les transmettre en héritage. La chute de l'URSS, ça a été une contre-révolution qui a restauré brutalement le capitalisme. C'est ça, 1991, c'est une restauration du capitalisme par la bureaucratie soviétique elle-même. Les entreprises ont été massivement privatisées. Et c'est les bureaucrates qui se sont emparés des entreprises privatisées. Et c'est eux qu'on appelle les oligarques, des capitalistes ultra riches. C'est eux qui contrôlent l'Ukraine et la Russie, toujours de nos jours. Les pays de l'ancienne URSS ont alors été plongés dans la misère, dans les crises. Il y a eu de l'austérité, des licenciements, le niveau de vie a baissé drastiquement. On a vu réapparaître les maux du capitalisme, comme l'alcoolisme, la prostitution, la mortalité infantile. Et en Ukraine, l'espérance de vie a baissé de 4 ans. Il y avait des conflits entre les oligarques pour le partage des entreprises privatisées. Et ça menait parfois à des éclats violents. Et Yeltsin, puis éventuellement Poutine, vont agir comme des arbitres entre les oligarques. L'Ukraine, comme la Russie, n'ont jamais vraiment été des démocraties après la chute de l'URSS. Le bonapartisme prolétarien s'est transformé en bonapartisme bourgeois. Par exemple, en 2017 sous Poroshenko, puis en 2021 sous Zelensky, il y a une série de médias qui ont été interdits en Ukraine. Et il y a une bourgeoisie, dans le fond, qui s'est développée en Ukraine avec ses propres intérêts, et à côté de ça, une bourgeoisie qui s'est développée en Russie avec ses propres intérêts. Et notamment, les capitalistes russes, ils voulaient garder leur influence sur les anciens pays satellites de l'URSS. Sauf que dans ces pays satellites-là, il y en a de plus en plus qui tombaient dans l'orbite de l'Occident, avec notamment la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque et la Slovaquie qui vont joindre l'Union européenne et l'OTAN. Et il y a les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui sont particulièrement préoccupants parce qu'ils se trouvent être directement adjacents à la Russie. Et donc c'est ça qui se retrouve à la base de la guerre en Ukraine, c'est l'avancée rapide de l'OTAN vers les anciens pays satellites de la Russie. Et l'Ukraine, c'est une grande plaine, presque sans obstacle, qui longe une très grande frontière de la Russie. Et donc la Russie a un intérêt géostratégique très important à ce que l'Ukraine
se retrouve de son côté, ou soit au moins neutre, et que ça pourrait servir justement de zone tampon avec l'OTAN. Déjà, le passage des pays baltes à l'OTAN l'a forcé à garder ses frontières, ce qui coûte très cher. Et il y a la question de la Finlande, qui est officiellement neutre, mais qui se rapproche de l'OTAN depuis quelques années. Et protéger une frontière aussi grande, ben, ça devient financièrement très intenable. Donc c'est pour ça qu'il était clair depuis longtemps que le passage de l'Ukraine à l'OTAN, c'était absolument inacceptable pour la classe dirigeante russe. Donc certains des pays qui ont passé à l'OTAN ont atteint un niveau de vie relativement bon comparativement à l'Ukraine. Et ça va créer des illusions dans une partie de la population ukrainienne qui voudrait rejoindre l'Union européenne pour avoir le même niveau de vie. En 2013, le gouvernement ukrainien de Yanukovych se préparait à signer un accord avec l'Union européenne, mais il va se retirer à la dernière minute. Il croyait en fait pouvoir obtenir un meilleur deal avec la Russie. Ça va déclencher des manifestations massives à la fin de 2013. Donc ça, c'est le mouvement qu'on appelle Euromaidan. Le mouvement était assez confus. Ça représentait beaucoup les aspirations de la population à un meilleur niveau de vie, son opposition à la corruption. Mais c'était une illusion, parce qu'à la même époque, il y avait des gros programmes d'austérité qui étaient imposés à la classe ouvrière dans l'Union européenne. Et là, le mouvement Euromaidan, il va être de plus en plus dominé par des partis bourgeois. Et les oligarques plus proches de l'Union européenne vont le mettre à profit et vont financer des groupes fascistes pour servir de troupes de choc. Les Américains, les Canadiens, etc. participent aussi à soutenir le mouvement Euromaidan. Par exemple, l'ambassade canadienne à Kiev accueille des manifestants. Le mouvement prend de plus en plus un caractère nationaliste, pro-Europe, pro-OTAN, anti-russe. Il faut comprendre que le nationalisme ukrainien est généralement en opposition à la Russie, qui est vue comme l'oppresseur. Le président est incapable de rétablir son contrôle et il fuit le pays en 2014. Il y a des troupes d'extrême droite armées qui encerclent le Parlement et un nouveau gouvernement est choisi. Le nouveau gouvernement, composé de partis bourgeois pro-Occident, est encore plus réactionnaire que le précédent. Il y a certains ministres du gouvernement qui sont même membres du parti d'extrême droite Svoboda. Le gouvernement va intégrer des troupes paramilitaires nazies dans les forces régulières. Le gouvernement glorifie comme héros national Stepan Bandera, un collaborateur de l'Allemagne nazie. Le gouvernement applique un programme brutal d'austérité pour se conformer aux exigences du FMI. Il y a des licenciements de masse, des gels de salaires et des pensions, c'est la fin des subventions sur le carburant pour le chauffage, et le gouvernement adopte un ton de plus en plus nationaliste. Le gouvernement implante une loi qui est perçue comme une attaque sur les droits linguistiques des Ukrainiens qui parlent le russe. Parce qu'il faut comprendre que l'Ukraine, c'est pas un pays homogène et monolithique au point de vue national. Il y a des Ukrainiens qui parlent ukrainien, et il y a des Ukrainiens qui parlent russe. Et ça, c'est comme ça depuis même avant la révolution bolchevique. Dans le contexte de l'oppression nationale, c'est possible que des nations opprimées puissent en arriver à opprimer d'autres nations. On peut penser aux Québécois francophones, une nation opprimée par la classe dirigeante de la nation anglo-canadienne, mais la classe dirigeante québécoise opprime aussi les Autochtones et certains groupes immigrants. En Ukraine, bien que les Ukrainiens sont opprimés par l'impérialisme russe, ça n'empêche pas le gouvernement nationaliste issu du mouvement Euromaidan de 2014 d'opprimer à son tour les russophones, qui forment la majorité de la population dans les régions de la Crimée et du Donbass, dans l'est et dans le sud du pays. La région du Donbass inclut 2 oblasts ou provinces, le Donetsk et le Louhansk. Les russophones de ces régions-là voient d'un très mauvais œil le tournant nationaliste au gouvernement et aussi la loi qui s'attaque à leurs droits linguistiques. Et c'est aussi des régions très industrielles, avec une grosse proportion d'ouvriers, notamment des mineurs. Et ils ont une nostalgie plus grande envers l'URSS. Ils se rappellent d'une époque où on avait le plein d'emploi. On avait accès à des logements, des soins de santé gratuits. Et donc des mouvements de masse anti-Euromaidan commencent à éclater dans les régions russophones. C'est des soulèvements qui sont opposés à l'austérité, opposés au tournant nationaliste et opposés à l'intégration des nazis au gouvernement. Ces soulèvements en viennent à déclarer les républiques du Donetsk et du Louhansk. La déclaration d'indépendance du Donetsk contenait en fait des éléments très progressistes.
défendait la propriété collective contre la propriété privée et dénonçait l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais il n'y avait pas de leadership ouvrier révolutionnaire organisé. Et ça a permis à la droite de reprendre le dessus, avec l'appui de la Russie, qui a alors fait assassiner les éléments révolutionnaires de gauche. On voit clairement le recul à droite avec la constitution du Donetsk, qui va abandonner ces éléments révolutionnaires et qui va faire référence à la religion orthodoxe comme le principe directeur. La Russie, évidemment, elle s'en fout des aspirations du Donetsk et du Louhansk, qui sont en fait que des pions dans son jeu contre l'Ukraine. Ça fait seulement 2-3 semaines là, que Poutine a reconnu même l'existence des républiques. Là. Et la Russie, elle a profité cyniquement de ces mouvements-là, notamment en Crimée, quand elle a annexé à la Russie en 2014. Donc alors que les Ukrainiens russophones du Donbass et de la Crimée s'insurgent contre le gouvernement ukrainien nationaliste et se déclarent indépendants, le gouvernement ukrainien envahit les deux régions et réprime violemment les manifestations. Le gouvernement ukrainien envoie des troupes régulières au Donbass. Et les troupes refusent de se battre. Elles sont accueillies par des foules non armées, ce qui montre bien que les mouvements au Donbass, c'était pas simplement un coup monté de la Russie, mais reflétait un vrai mouvement populaire. Donc il y a fraternisation avec l'armée, et là le gouvernement ukrainien est forcé de retirer ses troupes. Et les seuls qui acceptent d'aller se battre, c'est des paramilitaires néo-nazis, ultranationalistes ukrainiens, comme le bataillon Azov et le secteur droit, qui ont bien hâte d'aller casser du russe. Et là, on parle de vrais nazis, là, qui portent des croix gammées sur leur uniforme. Là. Et il y a vraiment un lien fort entre le nationalisme ukrainien, le nazisme et les sentiments anticommunistes et anti-russes. Pendant les années précédant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en avaient profité pour recruter des Ukrainiens au SS. Et cette guerre contre le Donbass dure maintenant depuis 8 ans. 8 ans de guerre civile au Donbass perpétrée par le gouvernement ukrainien avec ses soldats nazis. Et ça représente un autre exemple de l'hypocrisie crasse de l'Occident, qui en a rien à faire, qui en avait rien à faire de ces Ukrainiens qui se faisaient bombarder depuis 8 ans par leur propre gouvernement. Le gouvernement qui émerge d'Euromaïdan adopte des positions de plus en plus à droite. Mais c'est pas un gouvernement fasciste exactement, mais il s'appuie clairement sur des éléments fascistes. Il y a une vague de terreur qui a été déclenchée par le gouvernement contre toute forme d'opposition de gauche. Toutes les oppositions de gauche étaient dénoncées comme des infiltrations étrangères. Le gouvernement prend des mesures anticommunistes et il va illégaliser le Parti communiste. Il laisse les paramilitaires nazis semer la terreur et attaquer violemment les groupes de gauche qui vont voir leurs bureaux fermés. Par exemple, en mai 2014, il y a des fascistes qui ont tenté de kidnapper des membres de l'organisation communiste Borodba après une manifestation. Et ça a forcé l'organisation à entrer dans la clandestinité. Le pire cas, c'est probablement le massacre d'Odessa. Il y a des dizaines de militants antifascistes qui se sont réfugiés dans l'immeuble de la Fédération des syndicats et ils sont morts brûlés vifs parce qu'il y a une foule de nazis qui a entouré le building, l'a bloqué et a mis le feu à l'immeuble. Vraiment dégueulasse. Mais le gouvernement de Poroshenko, à la solde des oligarques pro-Occident, est devenu haï. Et le président actuel, Zelensky, a été élu en se présentant comme un changement. Mais en réalité, il a changé absolument rien. Il a poursuivi les mêmes politiques, les mêmes privatisations et les politiques d'austérité. Il faut donc faire très attention dans notre approche par rapport à lui. Ce gouvernement n'a pas une once de progressisme en lui. Les médias occidentaux, ils tentent de dépeindre Zelensky comme le bon gars qui défend sa nation. On voit dans les journaux là, que la belle démocratie ukrainienne est attaquée par un dictateur. Mais non, en réalité, là, ce à quoi on a affaire, c'est un régime réactionnaire, la Russie, qui attaque un autre régime réactionnaire. Et l'Ukraine est légèrement un petit peu plus démocratique que la Russie. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi les gouvernements occidentaux soutiennent Zelensky? Mais en réalité, c'est pour l'argent. Voyez-vous, l'Ukraine avait beaucoup d'entreprises collectivisées, nationalisées, parce qu'elles faisaient partie de l'URSS. Et après la chute de l'URSS en 91, oui, il y a plusieurs milieux de travail qui ont été
privatisés, mais il en reste encore beaucoup qui ne le sont pas privatisés. On parle de 3644 entreprises d'État qui sont en cours de privatisation. Et les impérialistes de l'Ouest, Canada, États-Unis, etc., veulent mettre la main sur ces marchés-là. On parle de 14 milliards de dollars au moins de marchés. Et c'est sur ce magot que veut mettre la main les capitalistes occidentaux. Ils peuvent pas laisser la Russie reprendre le contrôle de l'Ukraine pour cette raison-là. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a l'impérialisme américain des pays de l'OTAN qui veulent s'enrichir en Ukraine avec les entreprises en voie de privatisation, qui défendent un gouvernement ukrainien semi-bonapartiste basé sur le nationalisme avec des nazis au gouvernement et dans l'armée, qui en plus opprime des minorités russophones au Donbass et leur mène une guerre civile depuis 8 ans. Et à côté de ça, on a une Russie bonapartiste réactionnaire qui veut étendre sa puissance régionale en envahissant un pays et en fomentant le nationalisme russe réactionnaire. Donc on voit bien, là, c'est très clair que tous les camps sont réactionnaires. Poutine a envahi parce qu'il était encerclé par l'OTAN. Ça, on l'a bien vu. Depuis des années, l'OTAN avance et il ne veut pas les avoir collés sur lui. Avec l'Ukraine qui voulait rejoindre l'OTAN, ben là, c'en était trop pour Poutine, c'est la goutte qui a fait déborder le vase et il a décidé d'envahir. Imaginez-vous si Poutine était allié avec le Canada et le Mexique et encerclait les États-Unis, comme s'il y avait des missiles là, aux portes des États-Unis. Pensez-vous que les États-Unis n'envahiraient pas le Canada et le Mexique? Mais oui, c'est clair que les États-Unis envahiraient. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est à la fois le fait que Poutine ait eu l'audace d'envahir, mais surtout que l'OTAN n'a pas contre-attaqué. L'OTAN utilise des sanctions économiques et finance l'armée ukrainienne, mais la laisse se battre tout seul contre Poutine. Pourquoi? Parce que le rapport de force entre les Américains et la Russie a été modifié. Après la chute de l'URSS, la faiblesse de la Russie a permis aux États-Unis de mettre la main sur les pays d'Europe de l'Est et même sur certaines anciennes républiques soviétiques. Mais la Russie a fini par se relever. Tandis qu'à l'opposé, les États-Unis ils se sont perdus dans des guerres là, en Irak et en Afghanistan et se sont retrouvés vraiment affaiblis. Ils ont dû retirer leurs troupes. Ça a été des échecs, ces missions-là. Et il y a eu la crise de 2008, qui a été très dure pour les États-Unis, qui a engendré des crises politiques. Et ça a permis à la Russie de reprendre le contrôle en quelque sorte, notamment en Géorgie en 2008, en Crimée en 2014, puis en Syrie. Bon, c'est clair que les États-Unis restent de loin la plus grande puissance impérialiste au monde, ça c'est sûr. Mais parfois, certaines puissances régionales sont capables de tenir tête aux États-Unis, comme la Chine en ce moment, qui tient tête aux États-Unis, qui essaie de profiter de leur faiblesse pour reprendre Taïwan. Les États-Unis n'ont pas la force de se lancer dans une guerre frontale en Ukraine, puis ça, Poutine le sait. L'OTAN est seulement capable d'imposer des sanctions à la Russie. Puis même les sanctions, ça fait pas l'unanimité dans les pays d'OTAN. L'Allemagne, par exemple, elle veut pas des sanctions, parce qu'elle est dépendante du pétrole russe, puis les sanctions se retourneraient contre elle. Et aussi, il faut comprendre que les sanctions vont pas faire plier Poutine. Non, les sanctions vont pas faire plier Poutine, mais c'est les travailleurs russes qui, eux, vont payer pour tout ça. Les boycotts et les sanctions par les pays de l'Ouest, pour vrai, il faut se le dire, c'est rendu vraiment ridicule. Là, on a banni des équipes sportives russes, on a banni des ballets russes, banni la vodka russe. En Italie, dans une université, ils ont essayé de bannir Dostoïevski. Il y a des chats russes qui ont été bannis dans des compétitions de chats. Ridicule. Ovechkin, de la Ligue nationale de hockey, il risque de se faire expulser. Puis vous l'avez sûrement vu, là, dans certains restaurants au Québec, on va maintenant enlever du menu la poutine pour la remplacer par la frite sauce fromage. C'est n'importe quoi. Puis c'est ces mêmes gens-là qui nous disent que boycotter Israël, c'est antisémite. Bon, nous, on soutient pas un boycott unilatéral de tous les produits israéliens. Nous, on propose de cibler un boycott du complexe militaro-industriel. Mais dans tous les cas, on voit bien là, ici toute l'hypocrisie là, de l'impérialisme de l'Ouest. C'est ces pays-là, les pays de l'OTAN, qui arment l'Arabie Saoudite pour qu'elle ait ensuite bombardé le Yémen, bombardé des écoles, des mariages. Tu vois pas ça aux nouvelles.
On peut parler aussi de l'embargo sur Cuba, comment le Canada et les États-Unis se sont ingérés dans la politique en Haïti, la guerre en Irak, en Afghanistan, le bombardement en Serbie en 99. Tous les gouvernements impérialistes de l'Ouest sont vraiment hypocrites. Les deux camps, dans la guerre, nous inventent des fausses excuses pour s'engager dans le conflit. L'impérialisme américain de l'Ouest parle de protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine pour cacher leurs intérêts, qui est de profiter des marchés ukrainiens, en cours de privatisation. Et de l'autre, on a Poutine, qui parle de sauver les russophones du Donbass. C'est pas mal la même bullshit que quand les Américains ont dit qu'ils allaient protéger les travailleurs irakiens et que pour ça, il fallait envahir l'Irak. Poutine, il présente les choses comme s'il menait une opération antifasciste en Ukraine. Puis il y a même une partie de la gauche qui tombe dans le panneau, particulièrement les staliniens. Mais oui, c'est vrai que Poutine, en ce moment, il se bat contre des néo-nazis ukrainiens. Sauf que c'est pas pour des raisons idéologiques, c'est pour des raisons militaires. Il n'y en a rien à faire que ce soit des nazis. Il se bat contre eux parce que c'est eux qui l'empêchent de passer. C'est les seules troupes de choc du régime ukrainien au Donbass. Poutine veut installer un régime marionnette pro-russe. Il a donc besoin de vider du pays les ultranationalistes ukrainiens. Mais s'il a besoin, il va les remplacer par des nazis pro-russes. Donc, il soutient déjà des éléments réactionnaires au Donbass, comme les monarchistes pro-russes. Il dit même ouvertement qu'il veut décommunistiser l'Ukraine. Et pendant qu'il mène la guerre en Ukraine, il est en train de s'en prendre au Parti communiste de Russie. Fait que son offensive n'a rien à voir avec les idées progressistes, là. C'est seulement, il se bat contre des nazis ukrainiens parce que c'est eux qui sont sur son chemin. That's it. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que oui, l'Ukraine a droit à son autodétermination. Mais son autodétermination ne peut pas être garantie par l'OTAN. Les politiques économiques de l'Ukraine sont complètement dictées par le FMI. Son gouvernement est décidé par l'ambassade américaine. Son gouvernement est armé par l'Ouest. L'Ukraine n'est pas indépendante. C'est un satellite des États-Unis. Mais c'est pas que l'Ukraine qui a droit à son autodétermination. La Crimée et les deux républiques du Donbass ont aussi le droit à l'autodétermination. Si un référendum d'indépendance qui avait lieu en Crimée, sans la présence de l'armée russe, il aurait quand même probablement voté pour quitter l'Ukraine et rejoindre la Russie. Mais Poutine voulait la Crimée parce que ça lui donnait accès à des ports, les ports à côté de sa force marine dans la mer Noire. Il s'en fout de l'autodétermination de la Crimée. S'il y avait un référendum d'indépendance au Donbass, toujours sans la présence de l'armée russe, sinon c'est pas vraiment un référendum démocratique et libre, il aurait probablement voté pour quitter l'Ukraine et rejoindre la Russie aussi. Les russophones du Donbass auraient peut-être pu vouloir rester dans l'Ukraine. Mais ils veulent pas d'une Ukraine qui est dirigée par des gens qui glorifient des collaborateurs nazis. Pour qu'ils restent en Ukraine, il faudrait la fin du gouvernement ukrainien nationaliste et la fin de ces lois qui oppriment la langue des gens au Donbass. Et c'est pas Poutine qui va libérer les russophones du Donbass. Dans la guerre en Ukraine, tous les camps sont réactionnaires. Les impérialistes de l'Ouest, de l'Ukraine et de la Russie veulent monter les travailleurs des différentes nations les uns contre les autres. Ce qu'il faut, c'est l'unité des travailleurs au-delà des frontières nationales. Les travailleurs ukrainiens et les travailleurs russes ont plus d'intérêts en commun entre eux qu'ils ont d'intérêts avec leurs bourgeoisies respectives. La classe ouvrière n'a aucun intérêt dans cette guerre. C'est pour ça qu'il faut avancer une position internationaliste. Et ça a une signification différente selon l'endroit où on se trouve. Parce que oui, Poutine, c'est un horrible dictateur, et son invasion est absolument criminelle. Mais ça, c'est aussi le discours de nos impérialistes. Et on ne peut pas tomber dans le piège tendu par l'impérialisme occidental et soutenir le régime ukrainien qui n'a rien de progressiste. On ne peut pas se rallier derrière le discours officiel et contribuer à l'ambiance belliqueuse. On ne peut pas renforcer le camp de l'impérialisme occidental. C'est pas à nous de renverser Poutine. C'est aux travailleurs russes de renverser Poutine et d'empêcher l'impérialisme russe d'envahir l'Ukraine. C'est aux travailleurs ukrainiens de renverser Zelensky et les fascistes dans l'armée. Et c'est notre tâche à nous de dénoncer notre propre impérialisme, de dénoncer son hypocrisie, de montrer ses vrais intérêts
et de couper à travers ses mensonges et sa propagande. Qu'est-ce qu'on dit aux travailleurs ukrainiens? Ben, qu'il faut avoir aucune confiance dans les impérialistes ukrainiens pour défendre le peuple ukrainien. Hein. C'est le peuple, c'est les travailleurs qui peuvent accomplir ça. Il faut que ce soit les travailleurs ukrainiens qui dénazifient eux-mêmes l'armée, qui chassent les nazis de l'armée. Il faut que les travailleurs ukrainiens disent non, on ne rejoint pas l'OTAN. Et il faut reconstruire les ponts avec les travailleurs du Donbass et de la Crimée. Il faut leur donner le droit à l'autodétermination, leur dire qu'ils sont libres de quitter, de devenir indépendants, de rester dans l'Ukraine. Et il faut abandonner la loi qui a été mise en place en 2018 qui s'attaque à la langue russophone là, des populations dans le Donbass. Bref, il faut que les travailleurs ukrainiens mettent fin à la guerre sur le Donbass qui est perpétrée par le gouvernement ukrainien. C'est ça la responsabilité des travailleurs en Ukraine. Donc, pour conclure, il faut dire que notre position n'est pas encore très populaire. Hein, il y a 90% des Canadiens qui soutiennent l'OTAN. Mais il ne faut pas céder sous la pression. De la même manière, les marxistes, pendant la Première Guerre mondiale, n'étaient pas très populaires. Chaque nation défendait sa bourgeoisie nationale dans la guerre. Les dirigeants des partis socialistes de l'époque ont trahi la classe ouvrière et ont chacun soutenu leur bourgeoisie respective dans la boucherie de la guerre. Mais comme le disaient Lénine, Trotsky, Luxembourg et ce qui restait de marxistes internationalistes à l'époque, l'ennemi est à la maison. L'ennemi est à la maison. Et notre ennemi, c'est la classe dirigeante québécoise et canadienne. Comme l'ennemi des travailleurs ukrainiens est la classe dirigeante ukrainienne. Et l'ennemi des travailleurs russes est la classe dirigeante russe. Et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, nous, ici, au Québec, au Canada, contre Poutine, anyway. Seule la classe ouvrière russe peut mettre fin de façon progressiste à cette invasion. Et nous, ce qu'on peut faire pour mettre fin à la guerre, c'est de bâtir une organisation révolutionnaire qui va nous permettre de renverser le capitalisme ici. C'est ça la seule façon de mettre fin aux guerres impérialistes. Alors nous, on dit, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes.